Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui ont décidé de venir ce soir participer à cette conférence. Je suis très heureux d'accueillir Madame Monouri. On a pu échanger un petit peu. Il s'avère qu'on a des points communs puisqu'on volait sur la même plateforme en région parisienne, à l'Aéroclub de Chartres, l'Aéroclub d'Eure-et-Loir, mais ce n'est pas le sujet. Je remercie l'initiative de Pierre Razou, Histoire des As. Je vous invite à lire cet ouvrage pour ceux qui sont passionnés par l'aéronautique. On s'y retrouve vraiment. Bravo Pierre pour ce talent d'aéronaute que tu n'es pas en pratique, mais que tu es par la plume, et ça c'est très important. Je voudrais saluer évidemment la présence de notre président, mon ami Charles-Henri Duché, amiral, et qui est président de l'Institut FMES. On se connaît aussi depuis assez longtemps. Je salue, et je vois dans cette salle des jeunes et des moins jeunes, mais je salue mes pairs, parce que j'ai été formé. Je vois le général Crozet, il m'a formé. Parce que passion, quand on nous tient, la passion est probablement un des facteurs fondamentaux pour cet appel de l'air, mais il est le même pour l'appel de la mer. Il est le même pour probablement beaucoup d'autres métiers. Mais quand cette passion se conjugue avec l'apprentissage, avec la patience, avec l'écoute de ces anciens pour être formés, je pense qu'on peut arriver à des résultats qui sont évidemment intéressants pour le moins. C'est le moins qu'on ne puisse dire. En tout cas, Madame Monouri en est la démonstration. Vous avez été la plus jeune brevetée. Oui, en 1971, et quand même, quand on est 2 fois champion du monde à titre individuel de voltige, ça souligne que cette passion, elle a été travaillée au plus haut niveau pour atteindre ces niveaux-là, et je ne cite pas les autres trophées en équipe qui sont également nombreux. Et puis cette passion qu'on transmet, c'est-à-dire vous l'avez transmis, vous continuez de la transmettre, et ça c'est très important. Je pense que probablement l'une des plus belles phrases qu'on peut entendre, c'est quand quelqu'un vous dit vous avez dû avoir un bon instituteur. Je pense que c'est l'instituteur. En fait, on apprend avec des gens qui sont évidemment passionnés et qui transmettent cette passion. Alors vous allez dire, faire une conférence sur le fait aérien alors que l'Institut FMES, en partenariat avec l'Université de Toulon, fait plutôt des interventions sur des contextes environnementaux difficiles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu difficile en ce moment, quand on observe le monde, avec ce qui se passe à la frontière en Ukraine. Je ne suis pas sûr que le fait aérien soit dominant dans ce combat d'artillerie mené par Poutine vers les Ukrainiens. Ça soulève question. Quand on voit la recomposition géopolitique du monde, je ne vais pas faire un cours de géopolitique, je n'en ai pas la prétention, mais en tout cas, il y a une vraie recomposition. Donc le fait aérien semble parfois un peu loin des préoccupations géopolitiques. Et pourtant, d'ailleurs, il suffit de regarder le ballon chinois qui survole les États-Unis, ça se termine par un tir de missile pour neutraliser un capteur qui est dans l'espace exo-atmosphérique. Donc finalement, le fait aérien, le fait aérospatial est un facteur dominant dans le monde géopolitique. Et d'ailleurs, quand il y a une connectivité entre la mer et l'espace finalement, et ce serait assez intéressant de penser à ce que tout le monde appelle maintenant, peut-être un peu pompeusement, les espaces communs, avec des modes hybrides, mais en tout cas, les fonds marins, l'espace exo-atmosphérique, tout ça soulève évidemment des questions intéressantes pour ceux qui veulent manifester leur puissance. L'aéronautique, le transport aérien, je pense que vous en parlerez, a fait face à des défis considérables, et j'ai noté en lisant une copie un peu rapidement que finalement, depuis 30 ans, le taux d'émission des gaz à effet de serre produits par l'aéronautique est constant, à 2%, alors que le trafic, lui, n'est pas constant, puisqu'il a considérablement augmenté. Donc ça prouve que des efforts sont faits dans le domaine environnemental. Donc il y a un tas de paramètres qui militent pour que ce fait aérien, au XXIe siècle, tienne sa place, et peut-être une place qui sera de plus en plus importante. Madame Monouri, je vous remercie d'être là. Vous êtes présidente de l'Aéroclub de France. Vous avez été présidente directrice du musée de l'air et de l'espace. Les grands musées, c'est aussi une sorte de... C'est la culture mémorielle. Je pense qu'il faut y aller. Vous ne direz pas le contraire. Il faut aller visiter ces musées.
Celui de la marine d'ailleurs est en refonte complète et je crois qu'il ouvrira prochainement ses portes normalement. Donc c'est des pépites de notre histoire qu'il faut aller voir et ça permet de parcourir cette histoire d'un côté de la marine nationale, pas très loin du Trocadéro et du côté du Bourget. C'est quand même un peu comme Toulouse, terre d'envol. C'est un peu le fief où l'aéronautique a largement émergé. Je vous remercie infiniment vous avez croisé d'ailleurs récemment le chef d'état-major de l'armée de l'air, je crois, à l'Aéroclub de France. Donc il y a un lien. Alors vous avez des jeunes, je remercie l'école de l'air et de l'espace d'avoir participé à cette séquence. Salon n'est pas loin, mais c'est toujours un peu difficile de faire le transit Salon-Toulon pour assister à des conférences. Et on a des jeunes élèves officiers de l'école de l'air avec un enseignant-chercheur qui sont venus vous écouter parce que c'est important d'écouter cette intervention que je vous propose maintenant de faire entre nous. Merci à vous. Je propose qu'on passe une petite vidéo pour voir un peu de voltige et ce que je fais. C'est pas long. Et puis... Voilà, ça tourne bien. Tout en douceur et finesse. Ça, c'est au Bourget, ça. Voilà. Bon. Bonsoir et merci. Je voulais un petit peu que vous voyez le type d'aviation que je fais moi dans des machines comme ça. Je fais plus de compétition depuis longtemps, mais je vole encore beaucoup et en meeting aérien et en patrouille dans des avions comme ça. Mais c'est pas de ça qu'on va commencer par parler. Je pense que on fera une petite récréation en fin, avec encore un petit peu, je vous parlerai un petit peu de voltige à la fin. Alors j'ai pas le droit beaucoup de bouger parce que le micro est fixe et que je crois qu'aujourd'hui il y avait une journée de contestation. On n'a pas de technicien, donc je fais bien attention à rester devant le micro. Vous me dites si vous m'entendez pas bien. Et je voulais simplement vous dire qu'il m'a semblé, au moment où j'ai été contacté par Pierre Razou, c'était quand même très intéressant. Il m'a dit de venir parler sur que penser du fait aérien, que va devenir le fait aérien au XXIe siècle. Et je me suis dit, mais au fond, ça m'a étonné d'abord, et je me suis dit, mais au fond, je suis persuadée qu'il y a quelques années, allez, avant 2019, avant 10 ans maximum, 5 ans, un peu avant la pandémie, on m'aurait probablement pas proposé de faire cette conférence, parce que c'était une évidence. Le fait aérien était une évidence, ainsi que sa croissance. On était à peu près tranquille. On savait que les courbes croissaient, qu'il y aurait de plus en plus de passagers dans nos avions, avec l'assurance d'héritier bien nantie. On savait que ça allait augmenter de 5% tous les ans, jusqu'à atteindre à peu près 8 milliards de passagers en 2037. C'est ce qui était prévu. Et bien entendu, pour faire ça, on achèterait 40 000 avions à des industriels qui feraient 40 000 avions. Entre-temps, on serait allé sur la Lune et on serait en train d'arriver sur Mars. Et puis finalement, une crise économique, une crise écologique et une pandémie sont mis un petit peu en travers et ont rebattu les cartes. Et la preuve, c'est que vous m'avez posé la question. Et donc, ma réponse, vous en doutez un petit peu, sera oui, le fait aérien restera très important et très utile au XXIe siècle. Il faut se rappeler qu'en un siècle, le désir de voler, il s'est vraiment développé de façon fulgurante. Ça a été extraordinaire. Et l'avion est probablement l'aventure qui a le plus bouleversé la vie de l'humain. Les distances
se sont raccourcis alors que le temps s'est accéléré. Ça a profondément bouleversé la façon dont les gens échangeaient, en bien comme en mal, ça n'a pas été qu'en bien. Mais le rapport avec l'environnement et tout ça, ça a vraiment changé. Il faut se rappeler l'enthousiasme. Au moment des premiers meetings aériens, c'était semaine de Reims et à Brescia, 500 000 personnes sont venues. Les gens étaient vraiment absolument passionnés. Ça avait une haute valeur culturelle. Il y avait Kafka, il y avait Wittgenstein, il y avait D'Annunzio. Tout le monde voulait là. C'était vraiment savoir ce qui se passait. Pourquoi un tel engouement, on pourrait se demander? Parce que, vous parliez aussi de la mer, mais parce que l'humanité ne sera plus jamais la même. Parce qu'elle avait acquis la possibilité de voler. En fait, on peut quand même tous marcher, danser, courir, presque aussi vite qu'un guépard, enfin presque. On peut nager, pas aussi bien qu'un dauphin, mais on peut quand même nager, mais voler, c'est quand même impossible de voler. Il faut un outil. Donc on venait de trouver ça, et en se libérant de la pesanteur, je crois que depuis toujours, l'humain avait l'impression un petit peu de sublimer son âme. L'impression de s'approcher du domaine des dieux, de s'approcher du cosmos. C'était quelque chose d'interdit. Et je me demande si pendant des siècles, on ne se l'est pas interdit parce que c'était un endroit parfait, il ne fallait pas aller pas trop aller mettre sa faiblesse d'humain. Alors, tout d'un coup, plus rien ne pouvait retenir l'homme. Il y avait des nouvelles frontières qui s'ouvraient, on pouvait explorer des nouveaux territoires, on pouvait repousser l'horizon. On dit quelquefois que Lucie s'est mise debout pour voir plus loin, pour savoir, pour connaître. L'avion était devenu tout d'un coup le symbole d'une nouvelle aube pour l'humanité, je crois. Alors, si on pense à quelques dates, rappelons-nous simplement, je vais en donner 3 ou 4, on n'a évidemment pas le temps ce soir, on va être obligé de survoler un peu tout, mais j'avais envie de me rappeler de pas mal de choses qui vont beaucoup d'importance sur ce fait. Après les ballons, qui ont duré un certain temps mais qui n'ont pas servi à se déplacer, le premier plus lourd que l'air, c'est 1903. 1909, on traverse la Manche. Et en fait, 60 ans après, ce qui est pratiquement rien, la même année, va voler le Concorde, en étant 3 heures à New York, va voler le 747, 500 personnes en même temps, c'est l'aviation pour tous, et Buzz Aldrin et Armstrong marchent sur la Lune. C'est quand même extraordinaire. Alors, à ce moment-là, on est dans une espèce de développement fulgurant, et puis, après l'engouement, qui peut-être était démesuré, mais c'est pas sûr, c'était très chouette. Il est venu une période de banalisation. On s'est mis à voler. On prend la navette Paris-Toulouse, on ferme le hublot pour pas être dérangé par la lumière, et c'est devenu une des choses qu'on a un petit peu oubliées. Et puis, malheureusement maintenant, on est arrivé même à une période de dénigrement assez important dont ça vaut la peine de dire un ou 2 mots. Je crois qu'il y avait quand même des prémices. Il y a 10 ans, Michel Polaco, dans son histoire de l'aviation, disait justement que depuis 2003, les supersoniques étaient dans les musées, n'en sortaient plus. On était revenu en arrière, on volait plus qu'à 900 km/h, ce qui est quand même encore tout à fait correct. Et on butait sur des motifs économiques, écologiques. On butait un petit peu. De quoi se demander si on avait toujours autant envie de continuer à explorer aussi fort. Alors, le fait aérien, maintenant, il est remis en cause. Il est remis en cause par une aviation bashing qui est assez important. Dans sa version grand public, elle a vraiment pris de l'ampleur en 2019, un petit peu avant la pandémie. Et ça a été un moment où tout d'un coup, de quelque chose de quand même toujours considéré comme merveilleux et le rêve, ça devenait quelque chose, on est allé jusqu'à dire qu'on avait honte. On avait honte de prendre l'avion. Ça a été assez violent. Pour comprendre comment c'est arrivé, il faut justement se tourner encore vers l'aéronautique, vers le spatial. C'est grâce à nos cosmonautes, c'est grâce au fait qu'on a pu s'arracher de la Terre qu'on a réalisé tout ça. Le premier homme, il doit y avoir 62 ans, Yuri Gagarin, le premier qui va s'arracher à la Terre, il va la voir d'un petit peu loin. Quand il se retourne, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'elle est belle. Et en fait, ils vont tous dire ça derrière. Ils vont tous dire ça, mais en même temps, ils vont voir qu'elle est belle, qu'elle est isolée, qu'elle est petite, qu'elle est fragile, et qu'il faudrait y faire attention parce que c'est notre berceau, et que c'est pas certain qu'on puisse en sortir. Et Thomas Pesquet nous a envoyé beaucoup d'images, et on voit bien, on se rend compte
qu'il y a des fleuves qui s'assèchent, qu'il y a des déforestations, toutes ces choses, ils le voient très très bien. Au fur et à mesure que les vols se font, la planète évolue et pas en bien. Donc, leur vision, notamment, c'est la plus importante, elle nous installe dans une époque où l'humanité prend conscience du fait qu'il faut protéger son espace vital. Et c'est une bonne chose, c'est très important. Et c'est grâce à eux qu'on va prendre vraiment cette conscience-là, et l'indignation de ceux qui, à ce moment-là, font prendre conscience, se battent, comme je pense à Greta Thunberg, par exemple. En fait, c'est salutaire, on en a besoin. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser et réfléchir à la vraie place des pollutions. Il y a des hiérarchies. Et je ne nie absolument pas, bien sûr, que les activités aériennes soient une source de pollution. Mais on sait aussi qu'il y a toutes nos activités. Le fait de vivre pollue, le fait de respirer, chaque activité. Donc ça vaut le coup de l'analyser. Pour ça, je me suis appuyée sur les travaux de la chaire Pégase, que vous connaissez peut-être à Montpellier, qui est la seule structure universitaire qui consacrée à l'économie et au management du transport aérien et de l'aérospatial. Et sa conclusion est très claire. L'aérien est un contributeur modéré aux émissions polluantes. Je ne veux pas dire pour autant qu'il ne faut pas en tenir compte, il ne faut pas bien sûr s'en occuper. Avant le Covid, je dis avant le Covid parce que maintenant on est plutôt en dessous. Donc on n'a pas augmenté. Avant le Covid, c'était à peu près, vous l'avez dit tout à l'heure, 2,5% des émissions de carbone au niveau mondial, et c'est à peu près 14% de la filière transport. Alors que le secteur routier, déjà, c'est 17%. Et c'est pas pour ça que l'aéronautique ne doit pas prendre sa place. Toujours en comparaison, le transport aérien pollue moins que les activités Internet, ou que c'est 4%. Et là-dedans, il y a 60% de streaming. Or, on n'entend quand même pas très souvent dire qu'on a honte de se servir d'Internet ou honte de regarder un film. C'est quand même curieux comme façon ou comme déséquilibre entre les perceptions. Les vêtements, tout ce qui est habillement, c'est 8 à 10%. Donc on est quand même loin de tout ça. Il y a un rapport qui est très intéressant, celui de la Drawdown Review, qui a fait une liste des postes sur lesquels il faut intervenir de façon à économiser des émissions de CO2. Eh bien, l'aviation, elle intervient en 39e position. C'est quand même très intéressant. Et vous savez ce que c'est la première position, c'est le gaspillage alimentaire. Un tiers de ce qu'on produit est jeté. Et non seulement on produit du CO2 en le fabriquant, mais en plus, il y a eu, j'ai pris quelques trucs cette semaine qui sortaient, dans l'Ohio en ce moment. Il y a une mobilisation générale contre le gaspillage parce qu'il y a 500 tonnes dans l'Ohio, 500 tonnes de déchets dans un endroit qui sont jetés tous les jours. Ça a fait une montagne de 75 mètres de haut qui, elle, fermente et qui reproduit, avec ce qui a déjà produit du CO2, qui reproduit du méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc c'est tout bénef, le gaspillage alimentaire. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. En plus, on reproche à l'aviation que ces 2,5% soient utilisés, j'espère que vous entendez, j'ai du mal à rester face à mon micro, que ces 2,5% ne soient pas utilisés par tout le monde, mais l'impression qu'ils sont utilisés par les plus riches. Ça c'est mal supporté. Alors qu'en fait, ce n'est plus maintenant, on déporte un peu vers la lutte des classes, ce n'est plus maintenant vous le savez tous, c'est plus un mode de déplacement de particulièrement riche. C'est quelquefois moins cher que le train quand on a le choix pour venir, pour des raisons qui sont plus ou moins intéressantes. Et donc, ces progrès-là, c'est des équipes et des tas de gens qui travaillent là-dessus. Et en même temps, on reproche aussi le low cost. On a aussi beaucoup diminué les prix. Donc, au contraire, on a trop de gens qui voyagent pour pas trop cher. C'est vrai que c'est un peu aberrant d'aller à Venise pour 30 €. Et donc, il y a tous ces petits reproches-là qui sont faits, tous ces gros reproches-là qui sont faits à l'aviation, alors qu'effectivement, ils ne sont pas toujours appropriés.
à cette méconnaissance s'ajoute le fait qu'il y a une mauvaise perception. 90% des Français sont absolument persuadés que l'aviation pollue beaucoup plus que ce qu'elle fait en ce moment. Alors que, en fait, par passager, depuis 70 ans, donc depuis les débuts de vol, la production de CO2 par passager, elle a diminué de 80%, et même de 25% dans les 15 dernières années. Donc, en réalité, malgré un grand nombre de vols par jour, parce que il y a, en 2000, j'ai pris les chiffres, en 2019, il y avait 4-5 milliards de passagers dans l'année. En 2021, il y en avait beaucoup moins, 2-3, et on est en train de remonter, je pense que fin 2023, 2024, on devrait être revenu au même niveau qu'en 2019. Mais avec beaucoup, on va le voir après, mais beaucoup d'évolutions techniques qui ont été faites, qui permettent de stabiliser la production, et on est vers une diminution. L'aviation, alors je défends, parce que souvent on a un discours qui est totalement opposé, on a très peu d'occasions d'entendre un discours positif. L'aviation est souvent attaquée et présentée comme la responsable du changement climatique. Alors que c'est faux quand même. Le carbone s'est accumulé à partir de la révolution industrielle au XIXe siècle, avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là. On sait que le charbon, ça a beaucoup pollué à ce moment-là. Et l'aviation, en réalité, elle n'est devenue un transport qu'on peut appeler de masse que depuis 40 ans. Le transport, il commence péniblement dans les années 30, il faut encore être très courageux pour voyager à ce moment-là, et puis c'est vers 70, le premier vol du 747-70, mais c'est vers des années 80 qu'on se met à beaucoup voyager. Le low cost date de 90, donc en fait, vous voyez, on est une part de responsabilité, mais toute l'accumulation du CO2 ne vient pas en majorité du tout de l'aviation, alors qu'on la présente comme celle qui l'a fait. Donc, malgré tous ces chiffres objectifs, l'aviation est quand même devenue un peu l'otage d'une idéologie assez forte, qui prône plutôt la décroissance, avec une forme... il y a vraiment une forme de fanatisme. Alors, est-ce que c'est parce que, vous savez, les chauffages, les passoires thermiques, enfin, il y a tellement de raisons, l'élevage, toutes ces choses-là qui polluent énormément, on a beaucoup de mal à résoudre ça. Alors, est-ce que c'est pour oublier qu'on pollue ailleurs, ou c'est pour un petit peu détourner l'attention? En tout cas, on a tendance on se retourne vers des cibles finalement de moins d'importance sur ce plan-là, et donc c'est un petit peu désolant, mais on le constate. Alors après, on va regarder ensemble pourquoi ça vaut vraiment le coup de continuer à voler, et tous les bienfaits de l'aviation, et tout ce qui est prévu pour essayer de bien améliorer la pollution que peut produire l'aviation. Il y a vraiment besoin de se rappeler tout ça. On est confronté à la situation que Charles Lindbergh avait très bien dit lui-même. Vous savez, quand il a eu traversé l'Atlantique, c'est un truc absolument extraordinaire tout seul. Il pensait que l'aviation allait se développer, mais il a dit qu'il a vécu longtemps. Il a dit qu'il avait été surpris, et que c'était encore surpris par l'ampleur que ça avait pris. Et il disait nous sommes face au problème essentiel, et ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, de savoir comment utiliser les inventions humaines uniquement au bénéfice de l'humain. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut être objectif. C'est ça qu'il faut regarder et faire. Donc on va regarder un petit peu maintenant pourquoi ça garde toute son utilité. Parce que je vais avoir un plaidoyer même un peu plus précis. Alors, l'aviation est souvent critiquée au motif du développement durable, alors qu'elle constitue plutôt maintenant un des moyens les plus indispensables pour assurer, pour honorer le développement durable de nos sociétés. Alors, pour pouvoir défendre ce point de vue, je vais vous rappeler, que vous connaissez sans doute, mais je vais quand même rappeler les 3 piliers du développement durable. Il y en a 3, c'est l'environnemental, effectivement, le social et l'économique. Comment est-ce que l'aviation intervient dans tout ça, et pourquoi est-ce elle apporte des contributions en fait essentielles? Le pilier environnemental.
depuis les premiers ballons de l'histoire, et vous en avez parlé, on a des nouveaux ballons maintenant, toutes ces techniques aériennes et spatiales nous donnent une façon absolument unique de prendre de la hauteur et donc de voir, d'apprendre. On a cartographié, d'abord avec les avions, il faut demander aux pilotes de l'IGN, c'était absolument extraordinaire pour cartographier toutes les régions, pour voir l'expansion des activités humaines. Il faut aussi se dire que sans eux, on n'aurait sans doute jamais vu, jamais su, jamais connu le trou d'ozone si on n'avait pas eu les instruments spatiaux ou des ballons. Maintenant, on a pu le suivre, on a pu découvrir des choses comme ça. En fait, il y a au CNES, mon compagnon travaille au CNES et il me disait toujours, les responsables du CNES disent, en fait, sur 26 indicateurs du changement climatique, au moins 20 sont donnés par des données spatiales, grâce à l'espace. La déforestation de l'Amazonie, par exemple, impossible de l'avoir sans l'avoir d'au-dessus. C'est de façon plus localisée. Et dans votre région, on en voit sans doute pas mal. Je pense aussi aux feux, les feux de forêt. En matière non seulement de surveillance, mais aussi de lutte. Nos fameux Canadair sont quand même indispensables. Il faut penser les dégazages pétroliers, enfin, toute la surveillance. Je suis obligé d'aller vite et de survoler quelquefois. Vous savez, au fur et à mesure, quand je préparais cette conférence, j'avais toujours l'impression, envie de dire beaucoup plus, mais on va être obligé d'avoir un point de vue un peu général, mais qui, je l'espère, vous posera question, c'est-à-dire se dire, en fait, oui, on a vraiment besoin de tout ça, comment est-ce qu'on ferait pour se passer de tout ça? Ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver le moyen de le faire d'une très bonne façon. Donc, toutes les pollutions un peu criminelles ne sont vues que soit d'avion, soit depuis l'espace. Je pense qu'on va passer maintenant, j'avais parlé aussi des aéroports, parce que les aéroports, finalement, sont aussi des endroits où on protège beaucoup la biodiversité. Il n'y a pas que la pollution, il n'y a pas que le changement climatique, il y a la biodiversité. Ces trois choses-là vont bien ensemble. Le pilier social. Les pionniers de l'aviation, bien entendu, Antoine de Saint-Exupéry avait vite compris, donc il nous en a laissé des témoignages absolument magnifiques, que l'aviation allait tisser des nouveaux liens. C'est sûr qu'il y a eu des liens qui ont complètement changé grâce à la rapidité, grâce au fait que la distance était amoindrie, les échanges sociaux, culturels, sportifs, les défis diplomatiques, les transports, le commerce, les transports de marchandises, le désenclavement des territoires. Il y a bien des endroits où on ne peut aller qu'en avion. Tout ça sont des multiples facettes qui sont très importantes. Je vais en retenir deux particulièrement. La sécurité. Si on se rappelle le mythe d'Icare, la voie des airs, ça a toujours été un peu la possibilité de fuir, de s'enfuir. En fait, lui, ce que veut faire Icare, c'est fuir l'endroit d'où il est enfermé. Qu'il s'agisse d'échapper à une situation extrêmement dangereuse, pensons à tous les usages de l'hélicoptère, la sécurité civile, les secours en mer, en montagne, les services d'urgence. Sur un accident, on a peut-être tous peur d'avoir un enfant un jour qu'il y a un accident sur la route, on sera content que des hélicoptères puissent venir le prendre. En ce moment, que se passe-t-il en Turquie? Il n'y en a certainement pas assez des hélicoptères, mais il y a des tas d'endroits où c'est impossible d'aller autrement que par la voie des airs. J'en profite pour saluer nos amis de ASF. Il y a des tas d'endroits où Aviation sans frontières va aller se poser, on va aller chercher des gens qui sont dans des endroits complètement isolés, qui n'ont aucune chance de survivre si on n'y va pas soit en avion, soit en hélicoptère. La charte internationale espace et catastrophes majeures est quelque chose d'extraordinaire qui doit être à pleine activité en ce moment pour la Turquie, mais il y a peut-être eu déjà d'autres catastrophes qui est un accord où on donne les images pour aider les gens dans les sauvetages. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis les opérations militaires. Alors Pierre connaît ça bien mieux que moi encore, mais à la fin du 19e siècle, Adair, qui était quand même assez génial, avait dit qui sera maître du ciel sera maître du monde. Et puis ça s'est quand même avéré pratiquement vrai. Dès la Première Guerre mondiale, l'aviation s'est
ça a mis au service de la guerre. On va d'abord toujours observer. On va observer, et puis on va bombarder, et puis on va tirer d'un avion à l'autre, et puis on va protéger les plus. Ça va beaucoup évoluer. Et puis maintenant, il n'est même plus question d'envisager la moindre mission militaire de défense ou d'attaque sans qu'il y ait des moyens aériens et spatiaux. Donc, et d'ailleurs, notre armée de l'air est devenue l'armée de l'air et de l'espace. Elle a été créée qu'en 1934, mais ça a été vraiment un moyen. Dieu sait qu'au début, l'état-major se méfiait un peu. On pensait que c'était un peu des fous et qu'il fallait les surveiller de très près. Mais on s'est rendu compte que c'était indispensable. Et j'aime beaucoup la phrase, parce que comme on est obligé d'aller très vite aussi, Clément Ader, et j'ai retenu la phrase extraordinaire de Winston Churchill. Jamais autant d'hommes n'auront autant dû à aussi peu. Donc c'est quand même grâce à ces batailles de la Seconde Guerre mondiale avec les Anglais qui nous ont rendu la paix. Donc l'aviation est aussi un facteur de paix. Et puisque nous pensons à l'aviation militaire, on n'oublie pas la part croissante, vous en avez dit un mot, que prennent le drone pour les missions discrètes, longues, très dangereuses, et puis le ballon, qui était resté dans un domaine longtemps discret, qui était la très haute altitude, et qui visiblement ne l'est plus, puisque le ballon chinois a occupé toute l'actualité. Mais il nous fait penser aussi qu'il y a eu un colloque encore il y a très peu de temps sur la façon dont l'armée d'air se positionne dans la très haute altitude, qui est, je croyais, entre 20 et 100 km et qui est peut-être 30, 110 pour d'autres. Enfin, la très haute altitude qui avant n'était pas beaucoup utilisée parce que les avions simplement pratiquement ne pouvaient pas y aller, sauf les Américains, mais qui maintenant semble de plus en plus devoir être on va devoir légiférer, alors qu'il y avait une espèce d'accord pour dire que chacun laissait l'espace au-dessus de chez lui libre, et puis en fait parce que personne ne pouvait vérifier ce qui s'y passait, je pense. En tout cas, ça change encore. Et le CEMA dont vous parliez, Stéphane Mille, prépare un rapport, justement, sur la protection et l'utilisation de la très haute altitude, domaine assez peu utilisé, pour cet été, pour le gouvernement. Donc, la guerre continue à évoluer, l'aviation continue à évoluer, et c'est très intéressant. Alors, le troisième pilier, c'est l'économie. Alors, c'est aussi un pilier quand même très important pour la vie des humains et pour le développement durable. Bertrand Piccard, avec qui, que vous connaissez sans doute tous, avec qui j'ai co-signé il y a 3 ans un article sur le dénigrement de l'aviation, justement. Donc on était déjà très, très, très là-dedans, a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle « Réaliste ». Vraiment, je vous conseille de lire ça. Soyons logiques autant qu'écologiques, mais d'une façon réaliste. On doit impérativement quand même considérer le plan économique dans la façon dont on évolue, afin de conserver un développement durable et quand même raisonnable. Regardons le poids de ce secteur en termes d'emploi. En France, 350 000 emplois directs, 1 100 000 emplois indirects, 5,5 millions emplois dans le monde. Donc, c'est quand même important, sachant que, par exemple, on le dit quand on veut intéresser les jeunes, parce que c'est leur dire que ce secteur est encore plein d'avenir, au contraire. Il y a 50 métiers autour d'un avion, à peu près. Et c'est une époque absolument passionnante, parce que, justement, il va y avoir plein d'évolutions. J'évoquais un petit exemple, je vous ai parlé de l'Ohio, mais juste une petite chose. On a tendance à dire « Ah oui, c'est super, mais il faut absolument manger local ». C'est vrai, il faudrait mieux manger local. Sauf qu'il y a des tas de pays à qui on a dit « Vous inquiétez pas, faites des avocats uniquement, ne vous fatiguez pas à faire des tas de choses comme ça, faites des avocats, on vous les prend, vous faites des ananas, on vient, on vous les achète ». Alors, de même que pour la décarbonation, puisqu'on va en parler, on vise 50, on avance doucement, il faut quand même faire une transition. Parce que si on ne fait pas de transition, on va ruiner ces pays. Et c'est pas bien non plus. Donc il y a à trouver l'équilibre entre tout ce qu'on va faire et le faire assez progressivement pour que ce soit économiquement supportable. Donc essayer
la transition écologique est absolument une bonne chose. Il faut absolument s'adapter au changement climatique. C'est une nécessité absolue. Il faut le faire, mais avec une démarche scientifique, avec objectivité et avec l'ambition quand même de garder ce qui fait la sécurité, ce qui fait le confort, ce qui fait... Il y a moyen de... L'idée, c'est pas d'arrêter de voler. L'idée, c'est d'arrêter de polluer. Et ça, c'est en chemin. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument faire, d'autant plus que en ce moment, on a une grosse conscience dans notre pays. Et c'est une bonne chose, je continue à le penser. Mais faire des choses très radicales, comme arrêter, dire on aura 4 vols par vie, chacun, faire des trop radicales comme ça peut aussi... D'abord, ne pas avoir de sens, parce que ça veut dire qu'on considère que ça ne va pas évoluer, donc on ne pourra pas continuer à voler. Mais en plus, ça nous isolerait terriblement économiquement, parce que pendant ce temps-là, même en Europe, on est déjà ceux qui sont les plus durs avec nous-mêmes, alors qu'on est le pays qui a été capable de plus d'innovation. Donc on est capable encore d'innovation et de trouver. Mais en ce moment, ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde ne suivent ça. Donc ça veut dire que nous, on sera par terre, mais pas les autres pays à côté. Donc il faut quand même essayer de trouver la bonne place entre entraîner tout le monde dans cette décarbonation absolument nécessaire, et puis ne pas juste nous poser notre petite valise, parce que ça, probablement, c'est pas utile, ce sera pas utile. D'aucuns disent qu'il faut ne garder que ce qui est absolument essentiel. Mais c'est quand même très difficile de trouver ce qu'est l'essentiel. L'essentiel, pour beaucoup de gens, c'est certainement pas de voler. Donc l'essentiel, j'ai entendu dire qu'il valait mieux peut-être ne plus avoir d'animaux de compagnie. Parce que les animaux de compagnie, ça mange, ça pollue, c'est sûr, comme nous. Donc, je pense qu'il faut travailler tous ensemble sans tomber dans des extrêmes qui pourraient être peut-être très gênant. Bon, je sais bien que je vais un peu vite, mais je regarde l'heure un peu, ça va. Mais on peut pas approfondir. Mais ça vaut la peine de se dire que toutes ces choses-là... Alors, l'aviation, elle doit maintenant relever le défi de sa pérennité. Comment est-ce qu'elle va faire ? On a bien compris qu'elle est indispensable, finalement, ou que ça va être difficile de s'en passer. Alors, je me dis qu'il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Ce milieu... c'est dans son ADN d'évoluer. Il a déjà fait face à des ruptures absolument majeures. De plus, les industriels sont depuis longtemps lancés dans ça. Depuis les années 70, on s'occupe de réduire la consommation. C'est l'intérêt, ça, pas par altruisme, mais parce que c'est l'intérêt. Pourquoi un avion qui va consommer moins, va polluer moins, mais même si c'était pas l'idée de départ, c'est quand même très important, parce que il va pouvoir aller plus loin, il va pouvoir transporter plus de passagers, et c'est important. Et donc, il y a une indéniable capacité chez nous et dans ce milieu à relever ces défis-là. J'ai envie de citer Pierre-Georges Latécoère. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, un ingénieur et entrepreneur assez extraordinaire, qui a créé l'aéropostale à la fin de la guerre, parce que lui, il avait construit énormément d'avions pour la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, c'était un peu une catastrophe pour lui, il avait beaucoup d'avions. Que faire ? Donc il a eu l'idée de se dire, mais on pourrait transporter des passagers, on pourrait transporter du courrier, donc c'était une très bonne idée. Mais c'était très difficile. Et alors il a dit à un de ses pilotes, une phrase qui est extrêmement célèbre, « J'ai refait tous les calculs. » Il confirme l'avis des spécialistes. Ce que nous voulons faire est absolument irréalisable. Il ne reste donc qu'une seule chose à faire, le réaliser. Et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, ce n'était pas une tête brûlée ou un inconscient. On parle souvent vous savez, quand on pense au début de l'aviation, on pense à ces merveilleux fous volants et leurs drôles de machines. On a l'impression que c'était des fous. Ce n'était pas du tout des fous. C'était au contraire souvent des grands ingénieurs qui sortaient des grandes écoles. C'était des entrepreneurs. Mais c'était des pionniers, parce que c'était des gens qui innovaient. Ils ont essayé, toujours essayé. Ils ont continué
au péril de leur vie. Ils avaient ces qualités de l'aventure, de l'aventurier, qui sont la capacité à penser autrement, la capacité à prendre des risques, à les gérer surtout, à savoir calculer où est-ce qu'on va aller, la curiosité, l'envie de faire. Et ces gens-là, eh bien, c'est comme ça qu'ils ont petit à petit relevé tous les défis et ils ont réussi. Le premier, ça a été celui de la sécurité. On se tuait quand même énormément au début de l'histoire de l'aviation. Même dans les années 30, tout au début, c'était sans arrêt. On cassait un avion, c'était une chose. Alors, comme on volait lentement, les gens se tuaient pas toujours. Mais même après, quand il y a eu les premiers transports, Marcel Cerdan qui disparaît, enfin, il y avait beaucoup d'accidents. Quand on prenait l'avion, même en passager, c'était qu'on était quand même assez courageux, pas inconscient, mais donc il y avait cette envie de continuer à aller de l'avant. L'esprit pionnier, qui est celui qu'on doit avoir maintenant encore, on est obligé de le garder. Et on demande à l'aviation, vous voyez, on demande à l'aviation la perfection, parce que on a travaillé jusqu'à ce qu'il y ait quasi plus de morts. On a fait de cette aviation où on se tuait à longueur de temps, on en a fait le moyen de transport le moins dangereux. Il y a très peu de morts. Il y a des années avec 0 mort dans le transport. J'ai pris une année, mais c'est tous les ans à peu près la même proportion, une moyenne de 200. 2019, 280 morts en avion. Je ne sais plus quel accident il y avait eu. Il y avait eu un accident certainement ou deux. Et 3239 mondial, 289 morts sur le plan mondial. Par contre, par exemple, en France, 3239 morts en voiture. Et on le supporte. Alors que ce serait un tollé inimaginable si on avait ce genre de mort dans l'aviation. On demande à l'avion d'être parfait. Et c'est presque ce qu'il est. Il y a des années entières avec zéro mort. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que moi, qui ai été au musée, qui suis à l'aéroclub, qui entend et qui voit toutes les facettes de l'aviation, je suis sûr que le défi sera relevé de la décarbonation. 50, il y a encore 4-5 ans, on nous disait on sera à 75% en 2050. Et maintenant, les gens disent mais non, je pense que ce sera 0 carbone en 2050. On verra, on ne peut pas être sûr. Mais le défi est vraiment lancé. Le deuxième défi, ça a été le bruit. Alors ça, c'est vraiment années 70. Il y a eu beaucoup, quand on pensait problèmes environnementaux, on pensait au bruit. Le bruit autour des aéroports, le bruit, on ne supportait plus le bruit. On en entend quand même nettement moins parler, parce que les moteurs ont évolué, parce que aussi on a réglementé, parce que les trajectoires des avions, on peut travailler aussi sur les trajectoires de façon à ce qu'ils passent pas. Travailler la trajectoire de l'avion, c'est aussi quelque chose qui gagne de la consommation. On sait qu'on peut gagner 10% de consommation uniquement avec la façon dont les avions font les descentes sans palier, et puis les endroits où ils partent pour essayer de ne pas consommer non plus et ne pas faire de bruit. Donc, on voit que la TECOR, c'était l'Elon Musk du siècle, je pense. Elon Musk est le même. Il a d'ailleurs offert une carte de vœux, je crois, à ses employés. Il y a de SpaceX, il avait envoyé tous ses échecs, une photo de tous les échecs. Et en fait, il avait dit, en référence à Gene Kranz, je ne sais pas si vous connaissez Gene Kranz, c'était un espèce de grand directeur des vols de la NASA au moment d'Apollo 13. Apollo 13, on a failli perdre l'équipage, évidemment. Quand on a dit Houston, nous avons un problème. Il a tenu tout ça et il a dit, l'échec n'est pas une option. Et c'était bien, c'était ce qu'il fallait sur ce coup-là. Et Musk, il dit le contraire. Comme la TECOR, il dit, si l'échec est une option, on ne peut pas avancer si on n'accepte pas quelques échecs. Et pour arriver à la décarbonation complète, on va aller dans différents. Il y a au moins 100, en ce moment, il y a au moins 100 dossiers d'essais de tas de choses. On va se tromper, il y aura des impasses, on va se tromper, on va essayer qu'il n'y ait pas de mort. Mais peut-être qu'il y aura des échecs, peut-être qu'il y en aura parce qu'on ne trouve pas sans avancer. Le développement durable le demande. On est obligé de ne pas prendre de risques. Maintenant, la culture du zéro risque, elle est
elle doit exister pour les gens qu'on va transporter. C'est très bien, mais ça peut pas être zéro risque quand on veut avancer. Quand Buzz Aldrin et Armstrong sont partis sur la Lune, ils avaient qu'une chance sur 2 de revenir. Si on avait voulu attendre qu'ils aient 100%, ils seraient pas encore partis, c'est sûr. Donc il va falloir que ces gens-là et ce milieu qui a une bonne culture du risque et surtout de sa gestion, pour ne pas en prendre pour rien, va avancer. Alors, en fait, on est à un tournant. On est à une nouvelle page de l'histoire. Ça va prendre un petit peu de temps de l'écrire. On cherche vraiment la rupture technologique. On voit bien que toutes ces recherches, elles vont trouver. On est un peu dans l'incrémentation. Est-ce que ça va être... Il va y avoir beaucoup de choses. Hein. On évolue. Un avion moderne comme l'A350, il est quand même... C'est fou par rapport... Il dépense 2,5 litres par passager au 100 km. C'est-à-dire comme une voiture, sauf qu'il va quand même à 900 à l'heure, qu'on met 300 personnes dedans. Donc évidemment, il consomme plus sur le total. Il va plus avoir consommé que même moi pour rentrer demain à Paris. C'est évident. Mais il va être allé à New York ou à l'autre bout du monde à 900 à l'heure, avec plein de gens, avec une sécurité maximale et en dépensant pas grand-chose. Donc, et en polluant pas beaucoup. Il va avoir pollué un peu, certains. Donc, fonçons, continuons vers 2050 pour arriver à la décarbonation totale. Il y a plein de sujets à l'étude. Alors, bien sûr, Solar Impulse nous a fait rêver. Mais pour l'instant, Solar Impulse, il a la taille d'un 380 pour une seule personne. C'est pas encore au point. On est d'accord. Ce sera peut-être pas ça. Mais n'empêche que ça veut dire que quand on cherche, on peut arriver à faire quelque chose qui est presque impossible. On touche au vol perpétuel. Il aurait pu, c'est le pilote qui peut pas rester tout le temps. Mais à la limite, l'avion, il peut rester extrêmement longtemps. Donc, l'avion solaire, l'avion électrique, qui pour le bruit alors est vraiment très, très intéressant. On espère ça très rapidement sur des moyens courriers. Pour les longs courriers, je crois que c'est quand même très difficile. L'avion à hydrogène, l'hydrogène, difficile aussi. On n'a pas le temps non plus de développer. Et puis, je ne suis pas ingénieur, mais on sait que c'est difficile, que ça prend des gros volumes. Ça veut dire changer la forme des avions. Il y a beaucoup de choses à faire. Tous les SAF, les biocarburants, en pensant bien à ne pas prendre ceux de première génération, ne pas utiliser les terres cultivables, les produits synthétisés à partir de CO2. Là, c'est formidable. Si on pouvait synthétiser du CO2 produit par d'autres activités pour voler, est-ce qu'on ne deviendrait pas vraiment extrêmement vertueux? Mais c'est vrai qu'il y a des voies comme ça qui sont engagées. Le recours à des matériaux composites plus légers, les voies aériennes dont on a déjà parlé, tout ça c'est à l'étude et il est probable qu'il y aura d'ici 2-3 ans les premiers démonstrateurs à hydrogène. Il faut de l'hydrogène vert, c'est pas gagné. Mais vous voyez, je dirige l'Aéroclub de France, qui a formé tous les pionniers, qui les a encouragés, qui a donné des prix pour que les premiers 100 km, le premier qui monte à 100 mètres, le premier. Mais ils ne savaient pas non plus. Si on savait tout, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est normal de ne pas toutes les avoir. Si on les avait toutes, ce serait fini, on n'aurait plus besoin de chercher. Donc on est en train de chercher, sachant qu'il y a des petites lumières partout et qu'il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Alors en attendant, on a des mesures provisoires, donc il ne faut pas s'en passer. En attendant, on a dit qu'à partir de 2020, normalement, donc maintenant, la production de CO2, même quand le niveau va remonter, le nombre de passagers va augmenter, ne devrait pas augmenter. Devrait pas augmenter parce qu'on va commencer à utiliser de plus en plus les SAF, parce que tout ça va être mis en route sans pouvoir compenser encore complètement, sans pouvoir être entièrement décarboné. Mais en attendant, il y a le programme Corsia, il y a des grands programmes de décarbonation, des grands programmes de compensation. Eh bien, je crois qu'il faut tout faire et tout est en route de façon à tout faire pour diminuer l'impact et pour avancer encore davantage. Guillaume Faury le martèle sans arrêt. Un siècle après son effort, l'aviation commerciale, il n'arrête pas de le dire, commence seulement à écrire son histoire. Il y a sûrement des tas de choses devant nous. Et en réalité, moi je reçois tous les jours les articles de presse du GIFAS. Ça ne parle que de ça. Dans la presse, on ne parle que de ça. Vous êtes d'accord? On n'entend parler que de ça.
je travaillais pour vous, ma petite conférence, il y a 2 jours, le 14. Eh bien, j'ai dit, je vais noter, tiens. 3 événements, le 14. Le secteur aérien a été le premier, le même jour, a été le premier à remettre sa feuille de route de décarbonation au gouvernement au titre de l'article 301 de la loi Climat et Résilience. Cette feuille de route pour l'existence de solutions concrètes pour préserver à la fois l'économie et la liberté de déplacement, etc. Le même jour, Clément Beaune a ouvert un groupe de travail sur les SAF, sur les futurs carburants, tous les carburants, et de façon à ce que la France prenne une bonne place là-dedans. Et il y a un démonstrateur drone à hydrogène à hydrogène gazeux qui a fait son premier vol. C'est-à-dire que sans arrêt, et là tout à l'heure je recevais encore, sans arrêt, c'est incroyable ce qui se passe. C'est un bouillonnement absolument énorme. Et bien sûr, je partage comme vous toutes les préoccupations environnementales, mais il n'est pas du tout question de négliger le poids de l'aviation. Mais il ne faut pas non plus le surestimer. Je crois que vraiment tout est en route. D'une part, c'est assez raisonnable, et d'autre part, tout est en route pour encore améliorer. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Alors maintenant, on va prendre, je crois que je suis à peu près dans les temps, il nous reste 10 minutes. Je m'étais dit, en guise de conclusion, j'avais envie de vous montrer un petit peu de voltige, qu'on fasse un petit peu, parce qu'après tout, c'est mon monde et que j'aime énormément. Et puis, je voulais aussi refaire, pour dire tout ce qu'on va faire, une référence à mon ami Picard. Je l'ai entendu répéter souvent pendant qu'il préparait, il a mis 17 ans quand même à faire Solar Impulse, que cet avion n'était pas seulement une somme d'innovations technologiques, mais qu'il était surtout un symbole. Il est le symbole de tout ce qui va se passer maintenant, de tout ce qu'on va être capable de faire. Et Dieu sait que ça a été très difficile pour eux. Il a été très difficile à faire, très difficile à financer, très difficile à piloter. Vous savez qu'il ne peut pas s'incliner de plus de 5 degrés. C'est pas très facile. 5 degrés, il s'embarque, on ne peut pas le redresser. Donc, quand ils partaient, et c'est là aussi qu'on voit que les satellites nous aident. Il leur fallait une météo parfaite. Si la météo, ça devait turbuler, c'était beaucoup trop dangereux pour Solar Impulse. Si Nagesser et Colli avaient eu des satellites de météo, ils seraient peut-être arrivés parce qu'il y avait du mauvais temps. On n'en sait rien, mais ce qu'on sait maintenant, tout ce qu'on peut faire sans s'en rendre compte, on utilise sans arrêt les bienfaits de l'aéronautique et du spatial. Et donc, c'est quelque chose qui fait maintenant complètement partie de nos vies, presque sans qu'on s'en rende compte, même quand on ne vole pas simplement. Et j'avais donc, alors on va regarder ça, je vous montrerai cette petite vidéo. J'ai évoqué le mythe d'Icare aussi tout à l'heure, pour dire que c'était très important parce que voler, Icare l'exprime bien, ça permettait de savoir, ça permettait de fuir, mais surtout, pourquoi est-ce qu'Icare meurt ? Il meurt parce qu'il n'a pas obéi à son père. Il meurt, alors on le présente comme l'orgueil, tout ça, quelquefois comme l'orgueil. Ce n'est pas ça. Icare meurt parce qu'il a découvert le plaisir de voler, parce que c'est aussi un grand bonheur de voler. Il meurt parce qu'il a envie de monter, et puis, ce qui n'est pas du tout logique, la cire fond quand il monte alors qu'il fait plus froid. Mais bon, je suis pas ingénieur, j'ai fait philo. Mais bon, mais en tout cas, il meurt parce qu'il a découvert le plaisir de voler, notamment. Et c'est ce petit plaisir que moi je connais, que j'avais envie de partager avec vous avant qu'on se sépare. Je vais vous parler un petit peu de la voltige qui est en fait, alors on a quelques images, et puis après je vous passerai une petite vidéo, qui est en fait je crois le cadre noir de l'aviation. C'est un sport d'excellence, un sport de précision. On fait des choses extrêmement précises, et je vous passerai une petite vidéo qui a été prise à mon insu au dernier salon du Bourget, et on verra combien on prépare énormément, parce que quand vous êtes là-dedans, il faut déjà bien savoir ce qu'on va faire, parce qu'en plus votre sang circule pas de la même façon, donc on est encore un peu moins bon qu'au sol, et donc on a du mal à prendre des décisions. Tout ce qu'on aura bien engrangé un petit peu va nous permettre de le voir. C'est une vraie maîtrise de l'art de voler,
une maîtrise de la mécanique, de la sécurité, du temps, de l'espace. C'est vraiment... j'ai quelquefois l'impression que mes bras sont les ailes, que c'est la tête qui dirige devant. C'est un sport de fusion qui vient, qui a aussi une utilité opérationnelle, puisque le premier qui a fait une boucle, avant lui, on avait dit, Védrine a dit, en voyant Pégou faire, avant lui, on ne savait pas voler, donc on sait voler quand on fait de la voltige, et ça a servi immédiatement aux pilotes soldats de la Première Guerre mondiale qui se sont rendus compte que pour échapper à un adversaire, pour ça, c'était extrêmement utile. Ça continue à être le cas. On fait plus des combats de la même façon, mais non, néanmoins, c'est une façon de voler. Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes de chasse aussi qui sont par là, qui comprendront mon enthousiasme pour ce type de vol. Et je vais juste vous montrer comment je me concentrais, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà à quoi ça ressemble un championnat. Alors vous faites tout ça, on ne sait pas pourquoi, mais j'aime bien me moquer des Schtroumpfs. Et tout ça dans un tout petit box, dont je vous montrerai une photo, par exemple le Bourget, c'est très difficile au Bourget. Si vous passez en dessous, sur les côtés, tout ça, à chaque fois, vous prenez des grosses pénalités, impossible de descendre en dessous, sinon vous êtes sanctionné de façon à ce que vous ne preniez pas de risque. Et vous faites des figures très compliquées, mais qui en fait sont déjà codifiées, sont déjà décidées. Et en fait, c'est pas du tout non plus un truc de fou, c'est pas non plus un truc qui se fait comme ça au feeling. Ça a été travaillé des années durant, des heures durant, presque, j'allais dire, au degré près. Si vous vous trompez de 10 degrés dans un championnat du monde, vous partez et vous revenez 2 ans après. Ce que ça apprend de formidable, je crois, je vais toujours, ça mêle la passion et la patience. C'est-à-dire que, en réalité, ça vous apprend à être bon au bon moment. Parce que quand on fait un championnat du monde, c'est seulement tous les 2 ans. Et vous volez 3 fois 7 minutes. Et si vous loupez là, c'est pas la peine, vous redescendez. Ça peut peut-être ressembler à une descente de ski, si vous loupez une porte. Ben. Mais nous, en plus, il y a le fait qu'il faut faire un petit peu attention, parce que ça craint rien, sauf que le sol est dur et qu'il faut toujours faire très très attention. Donc j'ai pris quelques photos pour santé. Vous voyez ça ? C'est le Bourget. Il y a peut-être celle d'après aussi. Et vous l'avez vu dans l'avion, et vous le reverrez tout à l'heure. En fait, d'un côté, c'est pas là. Vous avez le public est d'un côté. Vous devez voler là. Si vous venez, je peux pas. C'est vrai que j'ai pas le droit de quitter le micro. Si vous dépassez du côté des pistes, vous êtes interdit de vol immédiatement. Si vous dépassez du côté public, vous êtes interdit de vol immédiatement. Si vous dépassez par là, ça va pas très bien non plus. Si vous êtes trop loin là-bas, personne ne vous voit. Donc, on est bien obligé de vraiment le préparer. Et j'en ai peut-être derrière. Non, c'était pour dire que c'était fini. Et là, j'ai mis ce tableau qui était un tableau que j'aime beaucoup, pour dire juste, l'aviation est en train de prendre un tournant, et je vais vous montrer les 2 petites vidéos. Et après, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous voulez. Alors ça, ça je ne savais pas qu'on me filmait. C'est mon dernier Bourget, puisqu'il n'y en a pas eu depuis à cause de la pandémie. J'ai pas l'air aimable du tout, parce que je ne suis pas très tranquille. Mais en réalité, vous voyez, je suis en train de m'apprendre. Et j'ai peur, parce qu'il y a des peurs. Il y a des avions derrière, il y a des avions par là. Quand vous êtes en l'air et que vous tournez, c'est affreux, ça va très vite. Et si vous vous trompez de sens, vous ne revenez pas le lendemain. Le monsieur, il est fâché. C'est-à-dire que tout est extrêmement travaillé. Et après, j'ai gardé, parce que je trouve qu'il montre bien à quel point on doit préparer. On n'a pas plus de son que ça. Hein. Je voudrais bien un peu plus. Voilà. Ah ben voilà. Un peu plus. Après, on va passer la paf. J'ai parlé trop vite, non ? Je vous laisse, parce que ça c'était pour les 120 ans. On avait réussi à persuader le chef d'état-major qu'il fallait faire un passage avec la PAF. Donc je suis avec mes amis dans l'avion et on s'amusait. Aude Le Mordant, nouvelle championne du monde. Voilà, vous avez le nom.
voilà la patrouille de France, nos ambassadeurs qui eux, ont aussi le pouvoir de faire rêver les enfants, contrairement à ce que disait la maire de Poitiers. Donc, je m'inscris contre elle. Et donc, j'ai été un petit peu vite parce que je ne peux pas faire autrement. Et chaque sujet mériterait à lui seul d'y passer 1 heure. Hein, parce qu'il y a... Donc, mais par contre, si je peux éclaircir quelque chose, si je le sais, je n'hésiterai pas. Hein? Merci. Bon. Merci beaucoup, madame, pour vous nous avoir fait rêver aussi. Tant mieux, c'était le but. Mais en fait, vous avez été très discrète par modestie sur votre parcours. Mais comment avez-vous fait, femme de surcroît, et jolie femme en plus, pour arriver... Très bien, non, très bien là. Pour vous imposer comme ça, parce que j'imagine que ça n'a pas dû forcément être un lit de rose en permanence. Eh ben, je vais vous dire que j'ai pas eu beaucoup de mal parce que ça a été difficile pour les femmes. Au début de l'aviation, elles sont avec les hommes sans aucun problème, la baronne de la Roche, tout ça. Et puis, avec la déclaration de guerre, eh ben, on leur demande d'être infirmières, on ne les laisse pas être combattantes. Ça va être un peu la même chose à la Seconde Guerre mondiale, mais il y a un spécialiste ici qui s'y connaît encore largement autant que moi. On ne va pas leur laisser. Et en fait, par exemple, l'ENAC, pour être pilote de ligne, ne va s'ouvrir qu'en 1974. Et les derniers bastions, c'était la chasse. C'est chez vous, messieurs les militaires, que vous étiez les plus réfractaires. Mais c'est ouvert, partout. Les femmes ont leur place partout. Pour moi, c'était pas difficile parce que c'était du sport et que dans le sport, il n'y a pas d'argent. Alors ça, c'est un sport où il y a 0 argent à gagner. Donc il y a moins de concurrence, je dirais. J'ai déjà pensé, pas pour moi, mais j'ai déjà pensé que c'est un jugement humain, vous savez. Donc il faut s'acharner pendant des années. J'ai fait au moins 10 championnats du monde, puisque j'en ai fait pendant 20 ans, c'est tous les 2 ans. Et il y avait une Russe aussi, Svetlana Kapanina, absolument extraordinaire. J'ai eu la sensation de l'avoir volé mieux que tout le monde et qu'elle était quand même que 3e. C'est-à-dire que généralement, dans un championnat du monde, on extrait un champion et une championne. Et vous devez être sur 80 pilotes, vous devez être dans les 10 premiers pour avoir droit au titre, mais vous pouvez être 4e ou 5e. Et je pense que j'étais 4e quand j'ai gagné le championnat du monde en 2000. Mais je n'ai jamais vu la femme devant. Et quelquefois, ce serait peut-être possible, mais il y a sans doute un petit demi-point qui est peut-être quelquefois retenu. Mais au fond, j'en sais rien. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de vraie difficulté. Par contre, effectivement, elles ont dû faire leur place dans le transport, dans l'armée, un peu partout. Théoriquement, théoriquement et pratiquement, elles peuvent aller partout. On n'est pas encore à la parité parce que je pense qu'il y a des tas de raisons qui sont même peut-être l'éducation au départ. On pense moins à dire à parler de ce métier à ses filles. Je ne sais pas exactement. Mais peut-être que ça changera. Mais il y a quand même beaucoup de femmes maintenant. En fait, je pense que ce sera gagné pour les femmes, complètement gagné, le jour où on ne les remarquera plus. Vous savez ? Parce que l'autre jour, j'ai des amis qui sont pilotes de 380, qui étaient, parce qu'il est arrêté. Et je me disais, en montant à bord, même quand je voyage en passager, si je vois que c'est une femme, ça me fait plaisir. Mais en réalité, ça ne devrait pas me faire plaisir, ça devrait être normal. Quand n'importe quel métier, quand on rentre, on ne se dit pas, tiens, c'est une femme la plupart du temps. Même les médecins, maintenant, il y a autant de femmes, on n'y pense pas. Ouais, mais peut-être plus d'avocats, plus de... Ouais. Mais quand je vois une femme quand même en uniforme, ça me fait encore plaisir. Et je me dis, là, c'est pas bien. Je ne devrais pas le voir. Oui, merci pour cette conférence qui nous remontre la sophistication de l'aviation et c'est vraiment l'industrie la supérieure, disons, au niveau technologique. Et c'est vrai que l'aviation est très utile, pour faire des sauvetages, pour un certain nombre de choses. Mais cependant, par passager,
l'aviation consomme quand même 100 fois plus qu'un TGV. Donc, par exemple, pour aller de Paris à Marseille, je pense que c'est un peu abusé que de prendre un avion, sauf cas exceptionnel, hein, si le président de la République a besoin de se déplacer très rapidement. Mais pour la grande masse des habitants de cette terre, actuellement, il y a à peu près 5% des humains qui utilisent l'aviation. Si... C'est plus que ça, je pense. Oui. C'est effectivement dans la majorité des pays en développement, ils n'utilisent pas du tout l'aviation pour se déplacer. C'est surtout les pays hyper développés qui utilisent beaucoup l'aviation. Et donc, en gros, il y a 5% des habitants de cette planète qui utilisent régulièrement, disons, l'aviation. Il y en a peut-être qui utilisent une fois dans leur vie dans les pays lointains. Donc, si tous les pays du monde atteignent le degré d'utilisation d'aviation des pays les plus riches, je pense qu'on va augmenter quand même la part de pollution de l'aviation. Et par passager, moi j'ai revu les chiffres, en TGV on dépense par kilomètre et par passager 1,73 grammes, et en avion moyen courrier 187 grammes, donc 100 fois plus. Et ça, c'est le moyen courrier. En court courrier, c'est encore plus, puisque c'est surtout au décollage qu'il y a beaucoup de consommation de carburant. Donc, je pense que il faut continuer à développer l'aviation pour les usages spécifiques et les sauvetages en particulier, peut-être l'observation de la Terre, mais maintenant avec les satellites et les images satellites qui sont très précises, on a peut-être moins besoin, etc. Donc, et peut-être au niveau militaire, quoique on voit que dans la guerre en Ukraine, les défenses antiaériennes empêchent les avions de décoller, parce qu'elles sont très efficaces. Donc ma question c'est... après ce préambule, mais je voulais un petit peu faire une controverse quand même, mais ne faut-il pas pour, disons, les déplacements, utiliser de préférence les trains et les bateaux, par exemple pour aller en Corse, il vaut mieux aller en bateau. Donc les bateaux, ne vaut-il pas mieux utiliser plutôt que l'avion, d'autres moyens de transport plus économes et moins polluants en CO2, entre autres? Alors, je vais vous répondre, et puis on va... vous n'avez pas tort sur cette différence entre l'avion et le TGV, sachant que je suis venu en TGV, et que quand je parlais des mesures de transition... Ça c'est assez intéressant. À partir du moment où vous avez un TGV, la question, évidemment, elle est tout à fait ouverte pour autant venir en TGV. Mais je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est en train de faire évoluer l'aviation vers, justement, beaucoup moins... Et je vous parlais de ces temps de transition où ça vaut le coup de faire ce genre d'effort, absolument. Par contre, là, vous parlez de TGV, on est loin d'avoir des TGV partout, et de la construction d'un TGV est extrêmement énergivore, beaucoup plus qu'un aéroport. Et le jour où l'aviation sera décarbonée, que vous avez des empreintes au sol des aéroports, ça correspond, je crois, à comme un grand parc national, où la biodiversité est absolument préservée, faire une nouvelle ligne TGV, et là on parle de la France, faire une nouvelle ligne TGV, c'est beaucoup plus compliqué qu'une autoroute. Il y a du béton en grande profondeur, parce que, et ne parlons pas de l'aviation, c'est extrêmement, extrêmement polluant au moment de la construction qu'on oublie. Et donc,
la question se pose, et puis il y a des tas d'endroits où, là, pour le coup, il n'y a pas du tout de TGV possible. Et dès qu'on n'est plus dans cette configuration, on n'a souvent pas d'autres possibilités que l'avion. S'arrêter complètement de voler alors qu'on est en plein développement de la décarbonation me paraîtrait très dommage d'avoir ça comme perspective. Mais vous voyez, aujourd'hui, je suis venu en TGV avec grand plaisir. J'étais très bien. C'est pas le problème. Je ne défends pas absolument le fait qu'on doive voler plutôt que de prendre le TGV. Par contre, le TGV, c'est une option de temps en temps par rapport à énormément d'autres endroits où vous avez besoin d'aller. Mais je comprends, j'entends votre... Après, je crois vraiment qu'on oublie, quand on parle de faire quelques vols par an, on oublie par vie, on oublie l'évolution de l'aviation et son poids par rapport à tellement d'autres activités. C'est quand même incroyable qu'on soit toujours pointé, alors qu'on ne parle pas du streaming. C'est quand même très facile d'arrêter de regarder des films. C'est plus facile que de ne pas aller voir ses enfants qui habitent peut-être loin. Et or, on sait que ça consomme plus que l'aviation. Or, on le fait tous. Aspirant Arthur, de la promotion collégiale James Denis de l'École de l'Air. Bonsoir madame. Bonjour. Et merci pour votre conférence. J'avais une petite question, on va dire, peut-être un peu plus personnelle. Aujourd'hui, on voit, comme vous l'avez expliqué, que l'aviation bashing est de plus en plus présent en France. Comment aujourd'hui réussir à encore faire rêver les jeunes pour créer ces vocations qui sont essentielles à l'aéronautique et éthiquement dans notre milieu, le milieu militaire, comment réussir à toujours garder cette vocation et ce rêve qui est de celui de devenir pilote ou travailler dans l'aviation? Oui, c'est très intéressant. Je viens de créer quelque chose qui s'appelle Cap sur l'avenir pour les jeunes, de façon à regrouper toutes les écoles, tous les associations, tous ceux qui travaillent un petit peu dans ce monde, tous ceux qui sont intéressés, qui sont des passionnés d'aviation et qui se posent des questions, parce qu'on leur dit beaucoup ce que vous dites, comment est-ce qu'on fait. Mais en réalité, vous voyez, je vous parlais ce que je crois le plus. Quand je vous parlais des nouveaux avions, qui auront peut-être des formes d'aides volantes, quand je dis on est à un tournant, j'aimerais bien avoir votre âge. J'aimerais bien être ingénieur. Parce qu'en ce moment, ce qui va se passer, c'est extraordinairement intéressant. C'est le moment ou jamais d'être ingénieur. C'est le moment ou jamais d'y aller pour trouver justement les solutions. Et on sait, on touche du doigt le fait qu'on va les trouver. Et je suis persuadée que on aura besoin de tout ça et que c'est un moment absolument passionnant comme a été le début de l'aviation. Parce que c'est à prendre au sérieux ce réchauffement climatique. On a tous envie quand même que la planète puisse survivre et que tous les efforts seront les bienvenus. Mais si pour l'instant on se contentait d'arrêter uniquement l'aviation, on ne changerait rien à l'avenir de la planète, hélas. Mais par contre, vous allez pouvoir trouver. Il faut trouver. On n'a plus que jamais besoin d'ingénieurs. Merci et bravo pour votre carrière. Merci, c'était des très beaux moments que vous nous avez fait partager. Merci pour vos rappels aussi pour les chiffres. Il y en a un que vous avez oublié, et vous êtes dans une région particulièrement sensible, du transport maritime. Je ne connais pas bien. Alors, c'est un des gros, plus gros pourvoyeurs de bilan carbone. Je crois qu'il a 4. Je sais qu'il a plus que l'aviation. Il est largement en tête devant pas devant le routier quand même. Il est devant le routier. Si, oui. Et donc, effectivement, c'est une activité dont on parle relativement peu. On le sait, on sait pourquoi, parce qu'effectivement, il y a des lobbies très puissants, effectivement, qui sont derrière tout ça. Oui. Mais moi, j'aimerais avoir un conseil de votre part, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. J'aimerais que vous puissiez me donner la recette pour expliquer à un geek polytechnicien qui passe son temps sur son téléphone à faire du streaming, comment peut-on lui expliquer qu'il s'interdit de prendre plus de 3 fois l'avion par an? J'aimerais avoir la recette, s'il vous plaît. Merci. Ça c'est compliqué. Hein. Moi aussi, j'ai ça chez moi.
Il n'y a pas de... ça c'est compliqué. Il y a des tas de gens qui disent ça. Mais effectivement, c'est ce que je vous ai dit, c'est très compliqué. Mais par contre, on n'a pas l'impression qu'on peut polluer en faisant ça. On ne le sent pas. Alors que l'avion, vous le voyez passer. Parce qu'en plus, avec ces traînées de vapeur d'eau qui augmentent un petit peu l'effet de serre. Mais il y a quand même un complotisme extraordinaire. Parce qu'il y a même des gens qui demandent si on n'est pas en train d'empoisonner la planète avec, en plus qu'on les vaccine. Et ouais, on y va fort là en ce moment. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui véhiculent, vous le dites, pour des raisons quelquefois politiques, ou même le Shift Project, qui est quand même financé en grande partie par la SNCF et par le Thalys. On entendait dans le train, et j'en viens parce que je suis ravie de prendre le TGV, en plus j'aime bien ça, mais on entendait tout le temps félicitations aux descendants, vous avez moins pollué que l'avion. C'était quand même assez énorme, mais et jamais l'aéronautique. Alors je suis souvent avec les gens du GIFAS, hein, le groupement, c'est notre voisin, l'aéroclub. Et bien, ils disent, devant telle mauvaise foi quelquefois, ils n'osent pas répondre, ils disent on essaie de laisser passer l'orage et on va essayer de communiquer. Et moi je voulais communiquer et je voudrais communiquer quand même, c'est vrai chiffre. Et je ne dis pas que ça ne pollue pas, mais ça pollue d'une façon plus raisonnable et surtout ces industriels sont profondément engagés depuis toujours. Et je vous le disais, pas seulement par altruisme, mais aussi par altruisme, parce qu'ils savent que c'est une question de survie. Le Solar Impulse, et tout on doit le faire, c'est une question de survie pour la planète, de trouver... On doit prendre en compte le changement climatique, on doit prendre notre part, et il faut la prendre au maximum. Et ils travaillent dessus énormément. Quand je vous disais que tous les articles portent là-dessus, c'est quand même... absolument fou. Il y a, sur 10 articles par jour, il y en a 1 ou 2 qui concernent pas la décarbonation ou qui ne concernent pas le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a une grosse prise de conscience et que les industriels bossent là-dessus. Safran, ses moteurs, tout. Ils sont tout le temps là-dessus. Or, tous ceux qui les attaquent disent tout le temps « faut arrêter pour ça ». Et ils disent pas ce qui va bien comment on va pouvoir faire plus tard, ce qui va bien se passer, ce qui pourrait bien se passer, ou arrêtons en attendant d'eux. Et moi, c'est un discours que je peux tout à fait entendre. Pendant cette période de transition, essayons de ne pas trop prendre l'avion pour rien. Venons en TGV quand il y a un TGV. Je suis totalement d'accord. C'est ce que j'ai fait. Bonsoir, merci pour la conférence. Une question à propos de l'aviation bashing dont vous parliez en début. C'est quand même bizarre que ça ait pris ces proportions d'un coup dans un pays qui est extrêmement avec une industrie aéronautique extrêmement forte. Est-ce qu'on n'a pas des pressions qui arriveraient, je ne sais pas, d'ailleurs, par exemple, qui aideraient des pressions inconscientes. Nos détracteurs Sans doute des pressions inconscientes. Mais en réalité, je pense que c'est une façon aussi, devant l'impuissance qu'on a à se sortir des problèmes graves d'agriculture, d'élevage, de chauffage. En fait, la révolution industrielle, on a commencé à accumuler le CO2 quand on s'est mis à chauffer. On a chauffé des villes entières, on a chauffé. C'est le confort des humains. Alors, c'est une bonne chose, on veut pas revenir en arrière de tout ça. C'est pas une décroissance qu'il faut. C'est au contraire, je pense qu'on est à l'aube de nouveaux métiers, de nouvelles découvertes, et c'est tout ça qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est une époque qui, en fait, est passionnante. Parce que, déjà, il y a une espèce de régulation qui s'est faite, malheureusement, toute seule par la pandémie qui a commencé. On disait qu'on serait, je sais plus combien de milliards d'humains. On se rend compte que c'est pas vrai. En réalité, il y a moins de petits Chinois. Est-ce que la planète est-ce qu'on va pas réguler ça? Est-ce on va trouver des solutions? Mais je pense qu'il y a beaucoup le fait qu'on n'est pas capable de régler les autres problèmes, que celui-là est voyant et que après tout, on a l'impression que ça touche quelques riches, allez hop, qu'ils arrêtent. Oui. Pas que ou des influences ce que je vous disais le Shift Project, oui, mais sinon pas trop. Attendez, quand je dis pas d'influence que je connaisse. Mais... Oui, bonsoir madame. Merci beaucoup d'avoir défendu avec beaucoup de talent et beaucoup de cœur votre passion déjà. J'ai une question à vous poser, c'est votre sentiment que je voudrais avoir. J'ai eu à voter un dossier un peu coûteux, on va dire, pour
pour les contribuables le souhait dans un aéroport en Provence d'un instructeur qui voulait des avions électriques, qui voulait que la région lui offre des avions électriques. Ça a coûté très cher. Il fallait les bornes, il fallait... Enfin bon, je vous dis pas l'installation qu'il a fallu pour deux avions électriques pour faire de l'instruction. J'aimerais, là on est entre nous, personne ne répétera, votre sentiment sur l'avenir réel d'une aviation électrique. Alors, mon impression, c'est qu'il faut vraiment ces avions électriques dans les clubs de façon à ce que les gens puissent apprendre à piloter en silence. Sachant que c'est pas un total silence parce que le bruit de l'hélice existe toujours. Et on se disait, il y aura aucun bruit. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a le bruit de l'hélice. Maintenant, je pense qu'il faut faire ça, que ça va sans doute évoluer, que c'est compliqué l'électricité. On le sait aussi, je dis encore que je ne suis pas ingénieur, mais je crois que ça pollue aussi à sa façon. Je ne sais plus exactement. Sur le plan du bruit, c'est excellent. Je pense que ça va aider la recherche. En réalité, les industriels et les compagnies dépensent chacun 2 milliards par an pour la recherche et le développement, pour trouver les solutions. Il y a des sommes folles qui sont mises là-dedans. Et je pense que c'est le Vélis, non ? Ces petits avions, c'est les Vélis. Hein. C'est bien. C'est bien parce que ça permet que les gens puissent apprendre à piloter. Ils ne peuvent pas s'éloigner, mais c'est compliqué, ça coûte cher. Je suis un peu. Mais par contre, on est obligé de faire ces efforts-là. Il faut faire ces efforts-là parce que il faut prouver qu'on prend au sérieux le problème. Et ça, c'est plus la même pollution. Ça ne pollue a priori pas d'énergie fossile. Ça diminue le bruit, et le bruit autour des aérodromes, c'est un vrai gros problème. Et je pense que ça aide peut-être pour faire, d'après ce que je comprends, on ne fera pas tout de suite encore, en tout cas, des avions de long courrier électriques, mais des moyens courriers peut-être, des 150 places, des bicolores. J'espère qu'ils espèrent y arriver. D'autre part, il y a quelque chose qui est très important avec l'électricité, c'est tout le roulage au sol. Ces gros avions consomment énormément au sol. Et par contre, si au sol, sur tous les aéroports, on se met à se déplacer de façon électrique, on économise beaucoup. Un avion comme ça consomme 10 fois plus... Enfin, 10 fois plus, j'en sais rien. J'ai pas mais beaucoup plus au sol qu'en l'air. Donc, mon sentiment, c'est que c'est quand même pas mal. Merci. Madame, je tenais à vous remercier. Dans le micro, Madame, je tenais à vous remercier pour l'excellence que vous avez évoquée ce soir. L'excellence qui est le fait d'hommes et de femmes. Excellence, je pense qu'il nous faut continuer. En même temps, j'ai eu l'impression que vous adressiez une supplique aux ayatollahs de l'écologie. Merci, madame. Merci. Un peu parce qu'on n'entend pas. Tout le monde a peur de défendre. En fait, beaucoup de gens se disent vaut mieux attendre que. Mais je crois qu'il faut aussi rappeler certains chiffres, que c'est bien qu'on sache que la place réelle, c'est l'objectivité de cette pollution. Et puis surtout son regard vers l'avenir, le fait qu'elle n'est pas statique en train de dire c'est comme ça et on pollue, on ne bougera pas. Pas du tout. Les gens sont complètement involved, ils sont dedans pour améliorer. Merci. Bien. Je crois qu'on ne regrettera pas cette séquence qui tranche un peu avec les conférences précédentes. Merci Madame Monory de cet éclairage. Je suis sûr que vous y avez pensé sans le citer, mais il y a un homme politique bien connu qui avait annoncé dans les années 62 je crois, nous avons besoin d'hommes qui sachent rêver à des choses inédites. Ouais. C'était pour l'aventure spatiale et Apollo dans une phase de compétition entre les puissances. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on a besoin d'innovation, vous l'avez démontré, il faut innover. C'est pas exclusif du monde aéronautique, mais en tout cas, il faut innover. Et quand on innove, il faut des hommes courageux et des hommes qui rencontrent l'échec. Et moi, je pense, enfin c'est ma conviction, que celui qui n'a pas à rencontrer l'échec, soit il vous le dit par pudeur et qui ne veut pas l'avouer, soit il a subi toute sa vie, parce qu'en fait, la vie est faite, elle n'est pas un long fleuve tranquille, et il faut rencontrer des échecs pour avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'aéronautique, comme beaucoup de métiers de passion, c'est aussi beaucoup d'humilité. Donc en même temps, ça permet de rencontrer l'échec et de surmonter ces obstacles et d'avancer. C'est encore une fois pas exclusif de l'aéronautique. Et quand vous parlez de transition, je crois que c'est un mot important
qui est sans doute un peu galvaudé, parce que pour faire court, si on achète une Tesla, en bilan carbone, on n'est pas bon. Il faut beaucoup de temps avant d'avoir... Alors d'abord, il faut pouvoir se l'offrir, mais en bilan carbone, on n'est pas très bon. Donc quand on prend le TGV, j'entendais mon président le dire, il faut qu'il soit alimenté par de l'électricité verte, oui, parce que sinon le bilan carbone n'est pas très bon non plus. Et puis, alors on y est moins, c'est sans doute dommage, là je reviens dans le champ de la géopolitique, j'ai pas vu de Tesla en Centrafrique, j'ai pas vu d'avion en Centrafrique, et j'ai pas vu de TGV en Centrafrique. C'est vrai qu'il y a une inégalité sociale qui est profonde dans le monde, c'est encore comme ça, mais c'est ça qu'il faut combattre, et probablement qu'il faut donner aux jeunes, à la jeune génération, cette envie de rêver et d'avoir cet appel de l'espace, de l'air, de la mer et de plein d'autres sujets pour avancer. Merci infiniment et on vous fera revenir à l'Institut FMES pour ces conférences.